Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons reprendre nos Cette travaux de cette... conférence va maintenant être enregistrée. Merci, Madame. Nous allons reprendre nos travaux de cette mission d'information sur les conditions de la vie étudiante. C'est une table ronde très attendue, pour laquelle il y avait une demande très forte et un intérêt non moins fort manifesté à l'extérieur. Et je vous rappelle, pour les intervenants et ceux qui assistent ici dans cette salle, que cette mission fait l'objet d'un enregistrement vidéo qui sera disponible sur le site du Sénat. Avant, je tiens à rappeler le cadre officiel de cette mission. Donc, c'est une mission qui a été demandée au Sénat par le groupe Union centriste, qui a souhaité confier à Monsieur Laurent Lafont, par ailleurs président de la commission de la culture, le rôle essentiel de rapporteur, avec trois objectifs principaux. Le premier, c'est de faire un état des lieux des conséquences pour les étudiants et les étudiantes de la crise sanitaire qui n'est pas achevée. Ensuite, essayer de comprendre comment, à l'avenir, on pourrait mieux y faire face ou faire face à une crise similaire, en adaptant un petit peu des choses dont on a vu là maintenant qu'elles fonctionnaient plutôt bien. Et puis une réflexion beaucoup plus large, d'ampleur, qui tente de comprendre de façon un petit peu systémique quelles sont aujourd'hui les difficultés posées par la prise en charge de la vie étudiante par les pouvoirs publics, les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Avant de vous entendre, messieurs, je ne suis pas sûr que... Oui, c'est messieurs, voilà, et donc je ne le répéterai pas deux fois. Bon. Avant de vous entendre, je vous précise que nous avons déjà entendu dans le cadre de cette mission d'information beaucoup d'intervenants, des intervenants institutionnels, et on a commencé notamment par la commission de la vie étudiante de la CPU, le CNUS, le CRUS, l'Observatoire de la vie étudiante, des associations étudiantes qui ont déjà remonté auprès de nous un certain nombre de témoignages qui ont montré la pertinence de la problématique de ce jour. Alors, je voudrais, pour mes collègues, vous présenter très rapidement. Donc, Monsieur Laurent Gerbeau, vous êtes président de l'association des directeurs des services de santé universitaires, qui ont été extrêmement sollicités depuis le début de la crise. Monsieur Christophe Tsouriau, vous êtes professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Bordeaux, et vous êtes le principal opérateur de l'étude ICHAR ou ICHAR, qui travaille sur une très importante cohorte d'étudiants, et votre objectif à partir de cette cohorte, c'est de travailler sur la santé des étudiants et notamment les déterminants précoces des maladies courantes qui surviennent plus tard dans leur vie. Ensuite, Monsieur Vincent Beaugrand, vous êtes là avec nous. Vous êtes directeur général de la Fondation Santé des étudiants de France, dont vous venez de m'apprendre qu'elle avait été fondée en 1923, donc noble institution, qui est une structure qui propose aux étudiants différents lieux d'accueil et d'accompagnement. Et on a un petit peu échangé, vous m'avez dit combien vos services avaient été sollicités et le seront aussi, parce que je crois que plusieurs articles dans les journaux l'ont montré, la Covid est une maladie chronique. Et qu'une fois sortie de l'épidémie telle qu'elle se propage aujourd'hui, nous aurons collectivement à gérer les suites pour un certain nombre de malades de pathologies qui sont parfois extrêmement difficiles. Ensuite, Monsieur Pierre-Édouard Magnan, vous êtes président d'Emevia, c'est un réseau qui rassemble 11 mutuelles étudiantes. Et enfin, Abdoulaye Diarra, président de la mutuelle des étudiants, LMDE,
Je précise que MVA et LMDE procèdent chaque année, depuis 1999, à une enquête sur l'état de santé des étudiants qui apporte énormément de données extrêmement utiles. Alors, nous allons travailler en deux temps. On va réaliser d'abord effectuer un premier tour de table qui portera sur le bilan de l'état de santé des étudiants, tel que vous avez pu le mesurer avec toutes vos interventions de terrain. Ensuite, dans un second tour de table, nous vous demanderons quels sont les effets de la crise sanitaire sur la santé des étudiants, et puis après, toutes vos préconisations pour essayer de mieux travailler sur ces problématiques. Alors, je vous donnerai la parole successivement et je vous demande d'être relativement synthétique parce qu'il y a beaucoup d'interventions prévues et il faudrait que mes collègues sénatrices et sénateurs ici présents ou par le biais de la visio puissent aussi intervenir dans le débat. Sans attendre et pour aller vite, avec votre permission, monsieur le rapporteur, je vais donner d'abord, sauf si vous voulez intervenir. Juste oui, bien sûr. Quelques mots. Effectivement, comme vous êtes nombreux, je ne vais pas rajouter, mais c'est vrai qu'on attend, comme le président le disait à l'instant, beaucoup de cette table ronde. Évidemment, parce que la problématique santé a émergé fortement avec ces dernières semaines, ces derniers mois avec le Covid, mais aussi peut-être de manière plus profonde, parce qu'on connaît relativement mal cette problématique santé chez les étudiants. Je le dis en toute honnêteté, c'est un sujet sur lequel nous, ici, on a peu travaillé, mais je ne pense pas qu'on soit isolé en la matière. Et donc, on a besoin, à travers vos interventions, de bien cerner, mais je tout de suite rentrer dans le vif du débat sur l'aspect bilan, on a besoin de bien cerner l'état général, déjà dans un premier temps, les phénomènes éventuellement discriminants qui peuvent exister, parce que parler des étudiants, c'est toujours très générique. Il y a plusieurs populations d'étudiants à l'intérieur de cette appellation d'étudiants, et on a besoin d'y voir plus clair de ce point de vue-là, et puis de bien identifier les différentes difficultés en termes de santé plus spécifiques qui se posent aux étudiants. Et dernier point, si vous me permettez, Monsieur le Président, par rapport à cet état général, on a besoin aussi de savoir si les organisations mises en place, que ce soit à l'intérieur des établissements, mais que ce soit aussi en externe, sont efficaces, ont fait leurs preuves, quelles sont les améliorations. On sait bien qu'il y a une structure au sein des établissements qui est centrale, c'est les services de santé universitaire. Quel est votre regard par rapport à ça? Et aussi par rapport aux passerelles existantes pour orienter les étudiants vers la médecine de ville ou la médecine hospitalière. Est-ce que là-dessus, ça fonctionne? Et enfin, dernière remarque, si vous me le permettez encore, Monsieur le Président, mais je pense que c'est important. Il y a quand même eu une évolution récente d'un point de vue organisationnel avec la disparition du régime de sécurité sociale des étudiants, qui est intervenu, on s'en souvient, à la rentrée universitaire 2019. Est-ce que ce qu'on vit depuis quelques mois, est-ce que le changement d'organisation a eu un impact positif ou négatif, bien sûr, sur la situation, l'organisation des services de santé et surtout la couverture de la protection sociale pour les étudiants? Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Gerbaud, je vous cède la parole. Si vous pouviez avoir une intervention qui se limite à environ 5-6 minutes, ça serait très bien. Ça permettrait d'avoir un tour de table dynamique. C'est à vous, monsieur Gerbaud. Bien, alors je vais donc me limiter à 5-6 minutes, ce qui veut dire aussi que sur le constat épidémiologique, je laisserai plutôt la parole à Christophe Souriau, qui est à l'enquête HR, et aux mutuelles étudiantes qui ont leurs propres enquêtes. Et j'irai rapidement sur l'une des questions que j'ai senties importantes, qui était de décrire quels sont ces services santé universitaires, à quoi ça correspond et quel est le paysage dans lequel ils sont. Alors simplement,
pour dire que malgré tout, le constat qu'on peut faire, c'est que dans une population étudiante qui dans l'ensemble va bien, on a, quels que soient les indicateurs, entre un quart, un tiers, parfois 40% des étudiants qui sont en situation de ne pas aller bien. Et cette situation de ne pas aller bien, elle a différents aspects, mais elle est fortement liée aussi à une fragilisation sociale et à des questions de précarité en milieu étudiant. Donc de nouveau, si on compare les étudiants à d'autres jeunes, comme les jeunes suivis en mission locale, les jeunes apprentis ou les jeunes en situation de travail, la situation des étudiants est plutôt meilleure, mais au sein des étudiants, on a toujours une partie importante qui est en difficulté et qui est en difficulté depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est lié avec la crise. La crise va renforcer les difficultés rencontrées, mais ça n'ira pas, enfin, je veux dire, elle n'a pas créé, elle a des aspects particuliers dont je parlerai après, mais elle n'a pas créé le problème. Le deuxième point, c'est que le très gros problème que l'on a face à ça, c'est qu'on a globalement des services santé universitaires qui ont le même périmètre en termes de moyens et de locaux depuis à peu près une quarantaine d'années, alors que le nombre d'étudiants a augmenté. Autrement dit, vous avez des services de santé universitaires qui sont dans l'ensemble extrêmement sous-dotés en termes de moyens, qui ne répondent pas à toutes les catégories de ce qu'on appelle les étudiants, et je reviendrai là-dessus, et qui, en plus, ont une très grande hétérogénéité dans leurs actions. Donc, j'ai fait un rapport écrit dans lequel il y aura l'ensemble des chiffres qui sont présentés. Mais le 6 octobre 2020, dans le cadre d'une enquête qui a été menée par le ministère de l'Enseignement supérieur, la conférence des présidents d'université, et là-dessus, on illustre tout à fait qu'il y a une hétérogénéité de pratiques qui n'est pas liée à des problématiques différentes des étudiants, mais à des facteurs historiques, à des facteurs de moyens, et déjà pour commencer, à des facteurs de stabilité des postes de médecins directeurs. On a là aussi beaucoup trop d'endroits où les postes sont des postes provisoires de gens qui finissent par tourner à force d'être mal payés et mal considérés. Le deuxième point, c'est que les services santé universitaires, ils sont conçus au départ avant tout pour les étudiants des universités, c'est-à-dire 60% à peu près des formations post-baccalauréat. Donc, on a des situations qui sont complexes pour les étudiants des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, mais aussi ceux qui relèvent des ministères de l'Agriculture ou du ministère de la Culture, donc tout ce qui est beaux-arts, architecture, et pour l'agriculture, vétérinaire, agronomie, qui peuvent être en lien avec un service santé universitaire si des conventions ont été passées ou dans le cadre de pôle régional d'enseignement supérieur ou d'établissements publics expérimental d'enseignement supérieur, mais qui peuvent avoir des services en interne, mais qui peuvent ne rien avoir du tout. On a le même problème avec les étudiants en BTS. Les étudiants en BTS ne relèvent pas obligatoirement de la santé scolaire. Ça dépend un peu des moyens de la santé scolaire localement et de la volonté du chef d'établissement. On peut avoir des conventions avec des services santé universitaires pour des étudiants en BTS, mais ça n'est pas du tout la règle. Et là aussi, on a toute une catégorie d'étudiants qui est en difficulté et qui n'a pas vraiment de service en face. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a aussi au niveau des universités des antennes universitaires où il y a peu d'étudiants, où il peut ne pas y avoir d'antenne du service santé universitaire, ou quand il y en a, ça va se limiter à une infirmière à temps partiel, et on voit qu'on n'a pas la même offre que lorsqu'on est sur des plus grosses structures de centre-ville. Et je vais résumer tout ça par un chiffre qui est très simple, c'est quand on regarde, donc c'est dans le rapport de l'OVE, le dernier rapport de l'OVE, globalement, 27% des étudiants considérés comme étudiants de l'université, on est sur simplement ces 60% qui relèvent de l'université, 27% des étudiants seulement fréquenteront un jour un service de santé universitaire. Et ça, je vais le mettre en parallèle avec le fait que les services de santé universitaire sont actuellement totalement débordés, en général du 10 septembre à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de capacité à prendre en charge en plus. Donc la conjonction des deux chiffres, 27% d'étudiants fréquentant au moins une fois dans leur vie universitaire le service santé universitaire d'un côté, et des services qui tirent la langue, n'en peuvent plus et ne peuvent pas, ont énormément de mal à prendre quoi que ce soit en plus compte tenu de leurs moyens de septembre à avril. Donc autrement dit, ces 27%, c'est notre maximum. Et c'est évidemment insuffisant. Alors bien entendu, avec deux choses, les services santé universitaires n'ont pas pour objectif d'être en monopole de la santé des étudiants.
Mais même quand on a pu construire des réseaux avec la médecine de ville, à supposer que l'offre en médecine de ville soit suffisante. Et quand on regarde sur les territoires, c'est toujours là où l'offre en médecine de ville est insuffisante que les services santé universitaires ont aussi du mal à se développer. Donc il y a une espèce de double peine. Mais même dans ce cadre-là, il ne faut pas négliger tout le travail extrêmement important qu'ont les services santé universitaires d'intégration d'étudiants qui ont des maladies chroniques, qui ont des souffrances psychologiques, qui sont à prendre en charge, auxquelles il faut adapter les études, l'intégration des étudiants handicapés ou les services santé universitaires avec les services universitaires handicap joue un rôle évidemment important et avec une forte augmentation au cours des 10 dernières années du nombre d'étudiants handicapés parce que l'éducation nationale fonctionnant mieux, ils arrivent plus nombreux à l'université, donc c'est une bonne chose, mais tout ça, ça crée une augmentation du travail de base, une augmentation des moyens de base qui est extrêmement importante. Alors, l'articulation avec la médecine de ville, l'articulation à l'hôpital, on arrive à la faire, mais je vais prendre un exemple dont on va parler à propos de la crise, qui est celui de la santé mentale. Il faut voir que on a effectivement d'autres offres que les services santé universitaires, qui sont les BAPU, les bureaux d'aide psychologique universitaires. Dans un certain nombre d'endroits, c'est le cas à Toulon, à Clermont-Ferrand, les BAPU sont intégrés au service santé universitaire. Il y a le même type de projet sur Lyon, par exemple. Mais les BAPU eux-mêmes n'ont pas des moyens qui ont beaucoup bougé depuis la fin des années 60, alors que le nombre d'étudiants a augmenté. Et on est aussi confronté au fait qu'en santé mentale, la réduction des lits, la réduction de l'offre au niveau des CMP, la réduction de l'offre au niveau des maisons des adolescents qui n'arrivent pas à suivre l'augmentation de la demande, ça va nous pénaliser parce qu'on va être amené à travailler des réseaux sur lesquels on se répartit une saturation d'un réseau à l'autre. L'autre point important, c'est dans les publics particuliers, une mention un peu particulière sur la question des étudiants étrangers primo-arrivants. Il faut savoir que nous avons pris de plein fouet une loi qui a été votée en 2016 et qui a supprimé l'obligation de visite médicale pour ces étudiants étrangers primo-arrivants. Alors, elle était utile parce qu'elle permettait de faire un certain nombre de dépistages, dont celui pour les pays concernés de la tuberculose. Elle permettait de faire du rattrapage de vaccins, mais surtout, elle permettrait de faire de l'entrée rapidement dans le système de santé et dans le système d'assurance sociale à des étudiants qui, débarquant, n'avaient pas nécessairement l'idée de comment ça fonctionnait en France. Donc, ce que l'on a appris de plein fouet depuis la rentrée 2018, le moment où la loi de 2016 a été appliquée, ça a été aussi de devoir gérer des étudiants qui, parce qu'ils tombaient malades, se retrouvaient à ne pas avoir les documents qu'il fallait, à ne pas avoir fait le travail qu'il fallait pour adhérer et pouvoir avoir une prise en charge. Donc, des demandes en urgence de CMU, des demandes en urgence de complémentaire santé, d'aide à la complémentaire santé, et cela a saturé nos assistantes sociales quand il y a encore des assistantes sociales dans les SSU, ou alors les assistantes sociales des CRUS avec lesquelles nous travaillons. L'autre point, voilà sur le bilan général avant l'arrivée de la crise du coronavirus. Donc, on a des services hétérogènes, peu dotés, fragilisés parce que les conditions d'emploi, les conditions de statut sont très, très en deçà de ce que la plupart des médecins vont trouver, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, du type hospitalier ou en collectivité territoriale. Et on a, voilà. Alors, au moment de la crise, il y a eu malgré tout une très forte adaptation des services. Pour donner quelques chiffres, lors du premier confinement, tous les services ont maintenu leur activité, quitte à travailler avec beaucoup de téléconsultations, c'est 89% de l'activité qui est passée en téléconsultation, mais aussi avec toutes les limites de la téléconsultation qui ne répond pas à tout. Lorsque les services ont pu augmenter, ils ont augmenté leur temps de présence de psychologues et leur offre de soins de psychologues qui a augmenté suivant les endroits, plus 48 à plus 156%, mais avec beaucoup d'endroits où ça n'a pas été possible, soit que ça n'était pas possible d'avoir des emplois supplémentaires parce qu'il y a une cape de masse salariale à l'université, parce que ceci, parce que ce qu'on propose comme salaire est trop faible, etc. Soit parce que aussi, on n'a pas de locaux. Alors en téléconsultation, les gens peuvent téléconsulter de chez eux, mais ça ne répond pas à tout. Et à un moment donné, on a besoin aussi de voir les étudiants, que ce soit en psychologie ou en médecine clinique. Donc, il y a une forte adaptation des services, il y a une forte implication des services dans le traçage des étudiants. Il y a un fort partenariat qui s'est développé avec les CRUS de permettre à des étudiants d'être isolés dans des bonnes conditions de logement, d'avoir du portage de repas.
notamment quand les restaurants universitaires étaient fermés de façon à ce qu'ils n'aient pas à sortir de chez eux, ou dans le cadre d'étudiants handicapés qui avaient perdu leur repère habituel et ne pouvaient plus s'alimenter correctement. Donc il y a eu beaucoup de régulations sur le local qui ont été trouvées, beaucoup de partenariats qui se sont développés. Pour autant, on est resté dans une situation qui ne permet pas de répondre totalement à la demande, très loin de là. Et comme on est confronté à des réseaux de prise en charge ambulatoire qui sont eux-mêmes à saturation, avec un aspect défavorable pour les étudiants, c'est que comme ce sont des gens, quand ils ne sont pas originaires de la ville où ils étudient, qui vont rester 6 à 8 mois sur place, eh bien c'est difficile pour eux de s'inscrire auprès d'un médecin traitant, qui sont eux-mêmes saturés et préfèrent garder leurs patients habituels. Donc on est, voilà, on est sur cette difficulté qui est une difficulté qui est particulièrement constante. Au niveau des réponses aussi qui ont été faites par l'État, la mise en place des 80... Oui, je finis. S'il vous Au plaît. niveau de la réponse qui a été faite par l'État, la mise en place des 80 équivalents temps plein. Oui. Allez-y. Oui, pardon. Oui, non, mais je finis, j'ai une phrase. Donc, voilà. Une phrase. La mise en place des 80 équivalents temps plein de psychologues, elle a été dans l'ensemble faite là où on a des locaux, mais toujours avec le décalage du temps administratif qui n'est pas le temps clinique. Et la mise en place des chèques psychologiques, elle est en cours. Et pourquoi est-ce qu'elle a traîné? Parce que les numéros ADELI des psychologues au niveau du ministère de la Santé sont à 40% inexacts. Et j'en ai fini. Très bien. Bon, c'était très dense. Donc, on va sans doute revenir sur un certain nombre des points que vous avez évoqués, soit par des questions, soit dans le jeu de la seconde table ronde. Mais sans attendre, je vais donner la parole au professeur Tsurio. Professeur, c'est à vous. Pour à peu près 5 minutes, mais vous avez compris qu'au Sénat, le temps est flasque. Oui. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation et vraiment, je regrette de ne pas avoir pu venir au dernier moment, car je me faisais un vrai plaisir d'aller voir les locaux du Sénat dont on m'a dit qu'ils étaient vraiment très beaux, mais voilà, j'ai eu un petit problème de santé avant de partir et donc je suis en visio et j'en suis un peu désolé. Mais professeur, vous ne perdez rien parce que le restaurant est fermé, donc vous voyez. Et je sais, et ça a été un des premiers clusters. La buvette a été un des premiers clusters. D'autre part, je n'ai pas eu le temps là d'envoyer les réponses aux documents, mais j'ai commencé à y travailler et je le ferai donc après la table ronde. Et juste pour bien comprendre, là, l'idée c'est de répondre en 5 minutes à toutes les questions qui étaient posées dans ce document ou d'aborder vraiment la première partie uniquement? Non, le mieux, ce serait que vous répondiez à la problématique que nous venons d'évoquer, qui est la première question de notre table ronde, c'est-à-dire sur bilan de l'état de santé des étudiants. Voilà. Et puis après, on pourra revenir. Donc, si vous voulez vous inspirer des questions, pas de problème, mais vous pouvez avoir une présentation synthétique globale de 5 minutes. Alors disons, voilà, si je voulais être extrêmement synthétique, si on pose la question quel est l'état de santé des étudiants, la réponse très synthétique, c'est on ne sait pas. Et c'est peut-être la raison, alors vous-même vous l'avez dit, mais parce que vous n'êtes pas encore penché là-dessus, ce qui est plus perturbant quand on est un professionnel de terrain, moi je suis épidémiologiste, voilà, c'est de voir qu'au fond, on ne sait rien sur la santé des jeunes. Alors, bien sûr, je vais mettre des nuances, mais je tenais à dire ça d'emblée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place l'accord Taillefer, qu'on a reçu un financement des programmes investissement d'avenir. Donc, il y a eu un processus de sélection très rigoureux, international. Et il y a une anecdote qui est intéressante, c'est que quand il y a eu une cérémonie au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche autour des différentes cohortes qui avaient été retenues, il y en avait une dizaine, la ministre de l'époque, Valérie Pécresse, c'est le seul projet sur lequel elle ait dit un mot, sur lequel elle ait réagi. Et elle a dit « Ah, je vais enfin savoir quel est l'état de santé des étudiants ». Donc, vous voyez, la ministre du MESRI, très spontanément, naturellement, disait bien à quel point elle n'avait aucune image de l'état de santé des étudiants. Alors, il y a des enquêtes, voilà, et je pense que les mutuelles vont raconter qu'elles font des enquêtes, et c'est tout à fait vrai. Il y a l'Observatoire de la vie étudiante. Bon. Mais chacune amène des éléments d'information, souvent avec des taux de participation faibles. Ça, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que les étudiants, c'est compliqué de les faire participer à quoi que ce soit. C'est compliqué de les faire répondre à des questionnaires. Et donc, très souvent, on a des taux de participation qui sont faibles. Et ce taux de participation faible, bien sûr, biaise les renseignements qu'on a. Vous voyez, si les étudiants, en gros, qui vont pas bien ne répondent pas, ce qui est une hypothèse plausible, eh bien, on va avoir une impression plutôt favorable de la santé. Si les étudiants étrangers ne répondent pas, etc., etc.
Donc ça, c'est un vrai problème de toutes ces enquêtes. Donc on a quelques informations, mais elles sont limitées, elles sont biaisées. Alors c'est la même chose pour iShare, c'est-à-dire que notre taux de participation est aux alentours de 30%, ce qui veut dire qu'un étudiant sur 3 a accepté de répondre à nos questions. Et la stratégie pour pouvoir donner quand même des chiffres qui ne soient pas trop éloignés de la réalité, c'est de faire ce qu'on appelle un redressement d'échantillonnage, qui est également fait par d'autres institutions et qui permet quand même de donner des pourcentages qui ne sont pas trop loin de ce qui doit être réel. Vous voyez, mais on a déjà ce premier problème qui est une mauvaise vision de la santé des étudiants, une vision partielle et incomplète. Alors ensuite, il y a vraiment… alors, on peut s'étonner de ne pas avoir plus de renseignements. Hein, bon. Mais c'est parce qu'on est un peu tous confrontés à l'idée qu'à 20 ans, on n'a pas de problème de santé. Voilà, on est jeune, on a la vie devant nous, tout va bien, c'est merveilleux. Ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Il ne faut pas non plus dramatiser à outrance. Mais en fait, c'est quand même malgré tout assez faux parce qu'à 20 ans, on a des problèmes et on a massivement des problèmes autour de la santé mentale. Ce n'est pas toujours facile à comprendre pour les gens de ma génération, qui n'ont pas 20 ans en tout cas. Moi, au début, je pensais que c'était un peu artefactuel, mais j'ai fini par réaliser que non, c'était tout à fait vrai et que ça a évolué dans le temps. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui sont soumis à des pressions très très fortes qui aboutissent effectivement à des problèmes de santé mentale au sens général du terme, troubles du sommeil, stress élevé, symptômes dépressifs pour certains. C'est un âge aussi où il y a le début des addictions. Hein, voilà, ils sortent de l'environnement familial qui contrôlait un peu ça. Et ces addictions servent aussi pour certaines à répondre à ces questions de stress, voilà, à faire du lâcher-prise. C'est le problème du binge drinking, c'est le problème du cannabis consommé de façon massive, c'est le problème des benzodiazépines consommées de façon massive aussi. Il y a 20% des étudiants dans iShare qui disent consommer des calmants de façon régulière, ce qui est tout à fait affolant. Ce qui, parenthèse, explique aussi probablement en partie la surconsommation de benzodiazépines dans la population française par rapport au reste du monde. Voilà, on en a déjà un indice, même à 20 ans. Bon. C'est également un âge où apparaissent les maladies psychiatriques. Voilà, il se trouve que c'est vers la vingtaine, parfois un peu avant, parfois un peu après, que quand on va avoir une maladie psychiatrique, elle émerge à ce moment-là. Donc, ça pose un problème très spécifique. Indépendamment du mal-être psychique qui est constaté chez de nombreux étudiants, il y a également l'apparition de maladies psychiatriques. Et comme vous le savez, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes. La première étant les accidents de la circulation, qui sont là aussi très largement en relation avec la santé psychique, avec la prise de risque, vous voyez, avec toutes ces questions qui relèvent directement de la santé psychique. Voilà, donc il y a quand même des problèmes de santé spécifiques chez les jeunes, voilà, contrairement à l'image d'Épinal qu'on peut en avoir. Et puis surtout, et ça vraiment je voudrais y insister, c'est aussi un âge où se recrée, c'est un âge d'éloignement de l'atmosphère familiale, parentale, et c'est un âge où se recréent, où se mettent en place de nouvelles représentations, de nouveaux savoirs sur la santé, voilà, sur le capital santé, sur le bien-être d'une façon générale. Et donc, c'est un âge absolument charnière pour tout ce qui est prévention et promotion de la santé. Voilà, c'est une opportunité extraordinaire de mettre en place voilà, des savoirs de meilleure qualité en promotion et prévention de la santé. Si on demande aux étudiants comme ça une question toute simple, comment vous estimez votre santé, eh bien 20% vont répondre qu'ils sont en mauvaise santé. Ce qui est assez curieux. Alors, dans iShare, on a énormément d'informations sur les étudiants, donc on est capable de voir si, par ailleurs, ils déclarent avoir des problèmes de santé physique objectivables. Donc, dans les 20%, oui, bien sûr, il y en a une partie qui ont des problèmes de santé physique objectivables, mais en réalité, ce n'est pas la majorité de ces 20%. Donc, ça montre bien qu'ils se trouvent en mauvaise santé, que c'est probablement une question qui répond à beaucoup de problèmes. Voilà, ils ne se sentent pas bien, au fond, et ils attribuent ça, enfin, disons, ça s'extérieure sous forme de mauvaise santé. Donc, voilà, et sur le fond de ce que vient de dire Laurent Gerbaud, évidemment, moi, je suis complètement d'accord. Hein. Il se trouve que je suis aussi directeur scientifique du service de santé universitaire à Bordeaux. Donc, voilà, je corrobore complètement ce qu'il vient de dire avec cette grande fragilité des services de santé universitaires, avec le fait qu'il y ait une grande hétérogénéité, avec des services qui sont encore simplement des services dits de prévention et dans lequel il n'y a pas de soins. On reparlera de la prévention parce que c'est un sujet extrêmement important, hein, tel que je viens de le souligner. C'est un âge tout à fait critique pour essayer de faire des choses, améliorer d'une façon générale la santé
de ces jeunes adultes, la santé de leurs enfants aussi, parce que si les savoirs sont de meilleure qualité, ça va bien sûr influer sur la façon dont ils vont eux-mêmes transmettre ces savoirs à leurs enfants. Et d'une façon générale, on n'arrête pas de le dire, mais on le met peu en pratique. Oui, la prévention, c'est bien. C'est certainement une façon aussi de diminuer le recours aux soins ensuite et de diminuer le coût très important du recours aux soins, enfin en France, dans les pays occidentaux d'une façon générale. Donc voilà, là, il y a une opportunité tout à fait extraordinaire. Et les SSU sont vraiment des objets extrêmement intéressants pour ça, parce que ce sont des endroits, finalement, c'est une symbolisation de la santé au niveau des campus. Les étudiants peuvent y aller, on parlera peut-être de campus idéal, mais en tout cas, dans un campus idéal, voilà, les étudiants y vont pour avoir accès à des soins, des certificats. En y allant, du coup, ils sont mis en compte, ils voient les locaux, ils voient le personnel, ils sont mis en contact. Et là, il y a un dialogue qui peut commencer autour des questions de promotion, prévention. Donc voilà, c'est très utile d'avoir ces SSU qui assurent un soin courant, je dirais, parce que c'est aussi une porte d'entrée vers une promotion, prévention qui, je le redis, est quelque chose qu'il faudrait absolument pas rater à cet âge-là. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Beaugrand, voilà, en essayant de ne pas prendre le double des 5 minutes. Allez-y, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Donc, je suis Vincent Beaugrand, directeur général de la Fondation Santé des étudiants de France, qui est une structure effectivement qui a été créée en 1923 pour permettre à des jeunes étudiants de suivre leurs études quand ils étaient atteints de tuberculose. Évidemment, l'offre a radicalement changé. Aujourd'hui, on a 13 établissements de santé et environ 13 structures ambulatoires en plus. Donc 26 structures en tout qui prennent en charge des jeunes adolescents, des adolescents et jeunes adultes, avec effectivement une prise en charge un peu spécifique avec l'intégration de la dimension études, pédagogie dans nos prises en charge. Donc on est principalement dans le soin. On est en aval des universités, en complément des universités, et on est un peu à l'interface de ces deux mondes sanitaires et universitaires dans lesquels c'est notre histoire, c'est notre historique, et c'est un peu de cette vision-là de ce point de vue-là que je vais vous évoquer cet état de santé. Bon, l'état de santé, j'y reviendrai pas parce que je pense que je dirais rien de plus intéressant et de plus précis que ce qui a été dit, au contraire. Et puis sur justement l'offre de soins, la prise en charge dans le cadre de cette avant la crise, quelles sont un peu de là où on est, les choses dont qu'on peut observer. Donc sur cette offre de soins, globalement, on la trouve pour les étudiants, on la trouve complexe, difficilement lisible, atomisée, et puis qui amène à une difficulté d'accès. Je ne vais rien dire de totalement différent de ce qui a été dit, mais je pense qu'on l'illustre d'une manière un peu différente. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce constat. D'abord des facteurs liés aux jeunes, aux étudiants, ça a été dit, mais effectivement, méconnaissance, on va dire, des questions de santé, des troubles, déni de cet état de santé, quelques éléments aussi de stigmatisation des soins, ça traverse l'ensemble de la population, mais typiquement la stigmatisation des soins psychiques, psychiatriques, ça existe aussi chez les jeunes et ça en fait partie. Et puis des questions aussi structurelles pour ces facteurs liés aux jeunes, avec là encore une méconnaissance des structures. Quand on rentre dans l'âge adulte, la connaissance du système de soins, c'est quelque chose de nouveau. Et puis aussi des freins qui sont des freins classiques en santé, des freins liés au coût, avec des questions de couverture. Je pense que les intervenants côté mutuel auront un discours là-dessus, mais effectivement avec des restes à charge, même s'il y a des prises en charge qui existent, même si il y a des possibilités, y compris avec la CMU, la CSS maintenant, ou d'autres types de dispositifs, mais vous savez qu'il y a beaucoup de renoncements aussi à ces dispositifs et des renoncements aux soins qui peuvent être liés aussi avec ces prises en charge. Voilà pour les facteurs un peu liés structurellement à la population étudiante. Et puis, il y a aussi des facteurs liés à l'offre. Beaucoup ont été décrites. Je ne reviens pas sur effectivement l'entrée avec les SSU, cette difficulté, cette décorrélation entre les besoins et les moyens au fur et à mesure du temps. Évidemment, la question du médecin traitant. C'est finalement l'âge où on prend son médecin traitant à soi et pas forcément dans le même lieu dans lequel on habitait, donc il faut en trouver un. En trouver un, c'est pas facile, c'est de moins en moins facile d'ailleurs, et donc effectivement cette prise en charge, l'enjeu du médecin traitant est souvent peu abordé, peu considéré pour les étudiants.
Sur la partie santé mentale, je vais faire 3-4 constats, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. La question de la sectorisation de la psychiatrie ne correspond pas évidemment de manière très précise aux enjeux de sectorisation des étudiants qui ne sont pas sur leur lieu de domicile initial. Souvent, là, ils sont identifiés par le secteur et sur lequel, effectivement, il est difficile de les suivre dans leur secteur d'arrivée s'ils sont dans une fac qui est différente de leur lieu de domicile. Au-delà de, effectivement, la question de, je ne dirais pas de l'effondrement, mais pas loin de l'effondrement d'un certain nombre de CMP qui, aujourd'hui, ont effectivement des difficultés de recruter et puis de répondre à la demande sans avoir des listes d'attente trop longues. Quelques structures intersectorielles, dont les nôtres. Alors, il y a les BAPU qui ont été évoquées. On gère 2. Il y a effectivement des structures du type les relais, ce qu'on appelle des relais, donc des structures d'appui aussi, de prise en charge de santé mentale précoce, qui là sont intersectorielles, donc en accès beaucoup plus simple, mais qui elles aussi sont saturées, puis ne sont pas évidemment présentes partout. La question de la pérédance, ça fait partie des questions. Oui, c'est un outil très puissant. Les étudiants relais, les étudiants veilleurs, enfin, quel que soit leur, c'est un outil très puissant, mais qui lui aussi nécessite des moyens. Il faut recruter des étudiants. Il faut ensuite les former un peu, il faut les accompagner, il faut parfois les superviser. Donc, c'est effectivement pas une solution qui est si simple que ça à mettre en œuvre. Et puis, globalement, le manque de lisibilité, l'isolement de certaines structures, et puis le difficile lien entre deux mondes un peu séparés quand même, qui sont le monde universitaire d'un côté et le monde du soin de l'autre. C'est un peu tout ce qu'on vient de décrire, mais c'est cette segmentation dans le parcours, l'enjeu du parcours de santé de l'ensemble des Français, c'est un sujet, en particulier sur les étudiants, avec des facteurs en plus, passage, vous savez, les passages de l'enfance à l'adulte, avec des segmentations, y compris dans les prises en charge à 18 ans, qui font que certains intervenants peuvent intervenir avant 18 ans, puis ensuite après, et ce qui complexifie les choses. Voilà, donc tout cela amène évidemment un accès aux soins difficile et inégalitaire. Dans l'accès aux soins difficiles, on peut aussi caractériser qu'il est inégalitaire. Principalement, alors dans la question, il y avait c'est quoi les facteurs? Pour moi, principalement, le facteur, c'est une inégalité liée à un gradient social. Donc, c'est classique en santé, mais je crois qu'il se retrouve encore plus facilement chez les étudiants, avec effectivement la précarité étudiante qui est un déterminant important dans cet accès aux soins difficiles, avec des conséquences qui ont été évoquées ici. J'en liste quelques-unes, des retards du diagnostic, sur plan somatique ou psychiatrique, des retards de diagnostic, des chronicisations de pathologies, qu'elles soient mentales ou somatiques, qui pourraient être évitées, ou pour lesquelles l'éducation thérapeutique ou pour lesquelles des prises en charge en santé mentale assez précoces permettraient de mieux diagnostiquer et puis de mieux prendre en charge et donc d'avoir des conduites moins péjoratives derrière. Des plongées dans les addictions, des risques suicidaires accrus, ça a été dit, avec comme point commun des conséquences très importantes sur le parcours de vie. Je pense qu'à des représentants du Sénat, l'un des enjeux à dire, c'est qu'investir à ces âges-là a un retour sur investissement massif. C'est à ces âges-là qu'on peut soit partir dans des conduites de vie très péjoratives derrière, parce qu'effectivement, la santé influence sur les études, qui influencent sur la santé, etc. Puis on a des parcours comme ça. Soit, et effectivement, c'est à ces âges-là qu'on peut un peu changer le sillon, quoi, changer le sillon, et en intervenant tôt, voilà. Donc, c'était le message de conclusion sur cette première partie. Le système de soins pour les jeunes et les étudiants en particulier est difficile d'accès et pas simple d'accès. Même si l'état de santé, effectivement, on a l'impression les étudiants vont bien, donc ça va. Et effectivement, en moyenne, si on compare les populations générales, j'imagine qu'un étudiant en moyenne va mieux qu'une personne plus âgée. Mais effectivement, les problèmes de santé non traités, c'est, je pense, ce qui a été dit, y compris dans ce qu'on peut observer dans les cohortes. Un état de santé non traité a des conséquences très graves et la prise en charge précoce des pathologies chroniques est efficace. Donc, c'est effectivement un enjeu très important de se poser ces questions-là de financement, d'investissement sur ces moments de la vie. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été concis, d'avoir un propos ramassé. Pour le dernier intervenant de notre table ronde, je passe la parole à monsieur Diarra. Alors, pardon, non.
Désolé, j'ai fait une erreur parce que je ne lis pas ce qu'on me donne. Donc, je vous reprends la parole. Je suis désolé, c'est un peu violent. Mais je dois d'abord la donner à Monsieur Magnan pour Emevia. Allez-y, Monsieur Magnan. Je vous pardonnerai cette exécution de la vision, mais nous sommes tous confrontés au même type de problème. Alors d'abord, je vais essayer effectivement de tenir mes 5 minutes, d'abord en m'associant assez globalement à ce qui a été dit précédemment, et je vais essayer de vous épargner de le répéter. Sur la situation globale des étudiants, effectivement, comme ça a été dit, mais finalement, ce n'est pas du tout contradictoire. Oui, globalement, les étudiants ne se perçoivent pas majoritairement comme étant en mauvaise santé. Oui, globalement, d'ailleurs, cette perception est assez vraie. Au demeurant, quand on dit ça, ça ne veut pas donc dire qu'il n'y a pas de problème sanitaire chez les étudiants, ce qui d'ailleurs est aussi exact chez l'ensemble de la jeunesse. Je reviendrai sur ce que vous évoquiez en termes de catégorisation, Monsieur le Président, au début de votre propos liminaire. Mais en tout cas, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes de santé. Je ne vais pas y revenir de manière enfin, je peux y revenir, mais beaucoup d'éléments, y compris chiffrés, ont été donnés. En revanche, quand on ne traite pas les problèmes sanitaires des étudiants en particulier et des jeunes en général, les impacts, eux, sont très lourds et très longs dans la durée. Et dans ce sens-là, effectivement, il ne faut pas juste se dire, comme globalement, ils sont plutôt en bonne santé, puis ils sont jeunes, ils sont moins malades, pour employer une réflexion de Café du Commerce. Du coup, on ne va pas trop se casser la tête pour ceux qui sont en difficulté. Et du coup, comme c'est effectivement, ça vient d'être dit, mais c'est très important. Et là, en tant que responsable de mutuelle que l'on appelait étudiante, il y a encore 2 ans, j'ai envie de dire, c'est évidemment un point absolument crucial, c'est effectivement la prévention et l'éducation à la santé, parce que je veux toujours nommer et lier les deux. Il faut autant s'intéresser à la prévention des risques, mais aussi l'éducation à la santé, l'éducation aux pratiques de vie. Et c'est absolument indispensable. Et je m'associe à la remarque qui a été faite sur la notion d'investissement. Et aujourd'hui, sur ce plan-là, notamment, y compris du fait de c'est une conséquence aussi de la fin du régime, même si c'est pas la problématique n'est pas l'arrêt des remboursements de la part complémentaire, de la part obligatoire des soins. C'est pas ça le fond du problème, mais c'est ce que ça a apporté comme conséquence. Donc, effectivement, oui, une bonne santé globale, oui, une santé perçue aussi globalement bonne. Mais cela dit, un, de réels problèmes de santé, et 2, ils sont d'autant plus graves quand ils ne sont pas effectivement traités. On a beaucoup parlé de santé mentale, je n'y reviens pas, non pas parce qu'on manque d'éléments, mais c'est effectivement, ça a été beaucoup évoqué, et c'est effectivement une problématique majeure aujourd'hui, avec toutes les traductions possibles, j'allais dire en termes de dépression, en termes de stress, en termes d'addiction. Les chiffres ont été rappelés aussi sur la question effectivement du suicide. Donc c'est évidemment un point majeur. Il y a aussi un sujet très important qui peut être une conséquence des problématiques liées à la santé mentale, mais pas que, qui est les questions de la nutrition, la question de l'alimentation. Et c'est aussi un problème important quand on voit le nombre d'étudiants qui sautent des repas, le nombre d'étudiants qui ne mangent pas, qui ne mangent pas et suffisamment et correctement. Il peut y avoir, on le sait, l'alimentation, les défauts d'alimentation peuvent être des conséquences liées à des problématiques psychiques ou mentales, mais pas que. Il y a aussi des questions de manque de temps, il y a aussi des questions évidemment de manque de moyens. On a évoqué la précarité étudiante. Là-dessus, elle pèse aussi. Donc, effectivement, nutrition, santé. Et puis, un point effectivement majeur sur lequel on s'est un petit peu moins attardé, même si indirectement, ça a été évoqué par M. Gerbeau, mais c'est effectivement l'accès aux soins et le niveau de renoncement aux soins, qui est quand même assez majeur. Nous, les éléments qu'on a et qui se confirment d'année en année dans les enquêtes santé que l'on travaille, c'est quand même que à peu près effectivement un tiers des étudiants déclarent renoncer à des soins. Alors, ce renoncement peut avoir effectivement des causes économiques, et elles sont importantes, mais il y a aussi des causes, et ça a été évoqué, d'accessibilité. On sait bien que la psychiatrie souffre d'une grande stigmatisation dans notre société, et les jeunes font partie de la société comme les autres, donc ils ne sont pas exclus que ça. Il y a aussi effectivement le manque d'information. Il y a aussi, et on revient, comme les jeunes, tout le monde pense que les jeunes sont en bonne santé, les jeunes eux-mêmes ont tendance à penser qu'ils sont forcément en bonne santé, et que s'ils ont un petit quelque chose, c'est pas bien grave et que ça va se remettre tout seul. C'est aussi un phénomène que l'on constate. Et puis derrière aussi, effectivement, on le voit plutôt dans le détail. Si le recours, j'allais dire, on voit dans les chiffres, sur la partie généraliste et dentaire, le taux de recours n'est pas excellent, mais il demeure relativement bon. La situation s'aggrave très fortement sur les autres spécialités. Et on pourrait notamment parler d'un cas spécifique, mais qui est l'accès à la gynécologie, puisqu'on a plus quand même d'un tiers des étudiantes qui ne consultent jamais
un gynécologue, et c'est un point évidemment de grande inquiétude qui concerne, j'allais dire la moitié, mais même en fait un peu plus de la moitié d'ailleurs des étudiants, pardon, qui sont effectivement des étudiantes. Et donc cette problématique du renoncement aux soins, elle est effectivement extrêmement forte et elle est une vraie problématique qui n'est là encore pas réservée aux étudiants, mais qui les concerne beaucoup, y compris avec ces phénomènes, mais ça a été aussi évoqué, des étudiants qui arrivent dans des villes qui ne sont pas les leurs, qui sont éloignés du noyau familial. On a évoqué évidemment les étudiants étrangers, mais il y a aussi plein d'évolutions effectivement réelles. Après, également, pour compléter sur un point évidemment qui concerne aussi beaucoup le secteur mutualiste et qui donc a été effectivement moins évoqué, effectivement, je dirais le reversement dans le régime général des étudiants a effectivement eu des conséquences très lourdes. Je le répète, le fait que désormais c'est le régime général qui rembourse la part obligatoire des soins, ça, c'est pas vraiment très problématique. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants s'en sont pas tout à fait rendus compte. Donc, je ne vous ferai pas de débat là-dessus. En revanche, on voit que le fait que ce fait-là a provoqué une chute du taux de couverture complémentaire des étudiants. On a un certain nombre de chiffres, y compris d'autres enquêtes, aussi d'autres fédérations, qui montrent que ce taux de couverture est passé de 85 à 65%. Or, quand on parle des problèmes financiers, ça aboutit évidemment à les aggraver, parce qu'il est inutile de vous dire que derrière, ça a évidemment des impacts dans l'accès, aux soins. Ça veut dire aussi que toute une partie des actions de prévention qui étaient menées par nous, mutuelles étudiantes, et je pense que mon ami et collègue président de la LMDE tiendra là-dessus le même discours, mais évidemment, même si nous continuons d'avoir une action de prévention forte, elle est évidemment plus délicate, notamment pour accéder aux étudiants, pour accéder aux lieux d'études et de formation, puisque l'avantage aussi des mutuelles étudiantes, c'est qu'elle ne se limitait pas au carré universitaire, elle pouvait effectivement intervenir sur l'ensemble du champ de l'éducation. On avait même aussi des actions dans les lycées, par exemple, et c'est évidemment un point majeur, parce que parler de la santé, d'éducation à la santé des étudiants, ça veut dire aussi de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans les lycées. La différence fondamentale entre un étudiant de terminale, enfin, entre un lycéen de terminale et un étudiant de première année, elle n'est pas non plus colossale. Donc, c'est évidemment un sujet. Je le dis, je sais que ça fait toujours sourire, mais c'est aussi la suppression d'un lieu potentiel, j'allais dire, de formation citoyenne. J'allais dire, gérer son propre régime et gérer ses structures, ça n'est pas neutre. Et étant moi-même engagé dans d'autres mutuelles de petite taille, la démocratie mutualiste n'est pas un vain mot. Et puis, et là, je vais faire le lien avec la période actuelle, mais même si on y reviendra après pour la question du Covid, c'est aussi la disparition d'un interlocuteur dédié. Je ne vais pas faire injure aux caisses primaires d'assurance maladie, mais il est évident qu'en termes d'information, d'accessibilité pour les étudiants, de réponse à des questions, entre des personnes dans les agences de mutuelles étudiantes dans lesquelles ils pouvaient venir pousser la porte, et puis les endroits où il reste encore des caisses primaires ouvertes sans rendez-vous, a fortiori dans la période que nous vivons depuis un an, je veux dire qu'il y a quand même une grosse différence d'accès, j'ai envie de vous dire, au système administratif de santé. Et là-dessus, l'arrêt du régime a évidemment eu des conséquences majeures. Donc ça, c'est un point sur lequel aussi je tenais à insister. L'arrêt du régime a eu des conséquences tout à fait négatives et on en reparlera, mais sur le sujet, notamment dans la crise Covid, ça l'a évidemment fait, je dirais, ressortir d'autant plus. De toute façon, cette crise Covid, quel que soit le sujet qu'on prend, a été un accélérateur des problèmes, des inégalités et des difficultés de toute la population. Et les étudiants ne font pas là-dessus exception. Je suis allé extrêmement rapidement, mais j'allais dire, ça laissera aussi du temps pour les questions et pour le reste. Et quand je regarde un certain nombre d'éléments que j'avais, ce ne serait que répéter ce qui a été dit avant. Et donc, je vais vous épargner le fait de je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je vais quand même vous le dire aussi moi-même. Merci beaucoup, monsieur. L'image est floue, mais le propos est très clair. Je vous rassure, et c'était très synthétique. Donc, je réitère mes excuses et je vous passe la parole, Monsieur le Président. Monsieur Diarra, je rappelle que vous êtes président de la LMDE. Vous allez nous dire en 2 mots ce que ça représente aujourd'hui. Oui, très rapidement, j'ai mis un minuteur histoire de ne pas trop dépasser le temps. Donc, je me présente, je suis Abdoulaye Diarra, président de la LMDE, la mutuelle des étudiants, donc une mutuelle nationale qui représente des étudiants qui les couvrent, mais surtout qui mène de nombreuses actions de santé. Notamment, on a été la première mutuelle, par exemple, à rembourser les protections périodiques des étudiantes. Mais je suis également président de l'association Rêve Jeune, un réseau d'étudiants qui sont engagés sur les questions de santé. Je le précise parce que ça va avoir une importance un peu dans mes propos, mais déjà pour préciser un peu, parce que c'est pas toujours facile de rebondir sur autant d'interventions, je pense qu'on se dit que les étudiants ils vont mieux,
parce qu'on se base sur une conception de la santé qui est faite pour, entre guillemets, des personnes de 60-70 ans. C'est sûr que quand on prend comme point de repère un homme ou une femme de 60-70 ans, un jeune de 18-20 ans, automatiquement, on se dit que les problèmes de santé sont différents. Il a moins de risque de tumeur, il a moins de risque d'avoir un cancer, il a moins de risque d'avoir des rhumatismes. Par contre, ça omet tout un tas de problématiques qui sont spécifiques au temps d'études et qui sont extrêmement lourdes. Et par exemple, c'est pour ça que je vous précisais sur la présidence de l'association, parce que pour avoir en ce moment aidé des étudiants à rencontrer des psychologues gratuitement, l'un des premiers éléments qui ressort sur la question des problématiques de santé des étudiants, par exemple, c'est le stress des examens. Le stress d'avoir suivi ces examens à distance pendant 6 mois, de découvrir, par exemple, comme c'est le cas dans certains établissements universitaires, à une semaine près que finalement les examens se feront en présentiel et donc il faut remonter dans sa ville universitaire pour pouvoir passer ces examens, ça c'est quelque chose d'extrêmement lourd, entre guillemets, qui n'existe que dans la jeunesse. Parce qu'on imagine bien que dans d'autres types de populations, si on vous disait que demain, du jour au lendemain, vous devez revenir dans vos bureaux, même si vous avez changé de ville pour pouvoir passer un examen avec votre patron, les questions, elles seraient un peu différentes. Et effectivement, toutes ces problématiques-là et cette perception-là, elle fait qu'on a toujours une vision un peu biaisée des étudiants parce qu'on a tendance automatiquement à les comparer un peu au standard classique qui est de dire, entre guillemets, un jeune, il consomme moins de soins de santé, ce qui est vrai, mais aussi parce qu'entre guillemets, il n'a pas les mêmes besoins de santé que les autres. Et cet élément-là, il est important en termes de perspective parce que, de fait, la fin du régime étudiant de sécurité sociale, au-delà du débat de qui rembourse qui, l'enjeu pour moi, c'est pas de vous dire qu'il faut revenir au régime étudiant de sécurité sociale, je vous rassure. L'enjeu, c'est surtout de montrer qu'en fait, on avait des acteurs jeunes spécialisés sur les problématiques de santé jeunes qui ont été écartés des établissements universitaires. Je pense que Aimé Vial a très bien signifié, et moi aussi, et je rejoins son propos, mais c'est qu'avec la fin du régime étudiant de sécurité sociale, les mutuelles se sont écartées, entre guillemets, des établissements universitaires parce que perçus comme des acteurs entrepreneuriales classiques. Et au final, il n'y a rien qui est venu compléter ou en tout cas masquer cette absence pour pouvoir accompagner les étudiants. Pour prendre un peu le parcours classique d'un étudiant, on arrive sur un établissement universitaire. Alors avant, avec les mutuelles étudiants, on avait des accueils des mutuelles qui venaient parler des questions de santé. Et entre guillemets, après, on avait aussi les SUMS qu'on pouvait aller voir. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de mutuelles. On reçoit très souvent par mail ou par mail information au moment de la rentrée universitaire qu'on a la possibilité d'aller voir les SUMS, les services des établissements universitaires. Et très souvent, ça s'arrête là. Alors, pour avoir été un mauvais étudiant comme beaucoup d'autres, moi, quand j'ai reçu cette information, je me suis dit, je vais aller à la bibliothèque et je ne vais pas aller voir un médecin. Avec le recul, ce n'était pas forcément le meilleur choix. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on n'a personne qui vient vous expliquer que c'est important de le faire et qu'on passe notre journée à recevoir des informations comme quoi le seul élément important pour un étudiant, c'est ses études, automatiquement, les questions de santé, elles passent à la trappe. Et malheureusement, à la fin des études, par ailleurs, les courbes le montrent, à l'âge moyen de fin des études, on observe une hausse de la consommation de santé, tout simplement parce que les étudiants, à la fin de leurs études, ils rattrapent. Alors malheureusement, on ne peut pas rattraper 5-6 ans de non-recours aux soins, mais ce qu'on voit très vite, c'est que dès qu'on a fini ses études, qu'on a un emploi stable, on commence à se dire « mince, je vais devoir m'occuper de mes problématiques de santé dont je n'ai pas pu m'occuper précédemment ». Et notamment, pour rebondir un peu sur quelques éléments, histoire de ne pas trop les compléter, ce qu'on voit notamment sur les publics étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés, je ne rentrerai pas sur tous les éléments parce que j'étais d'accord avec pas mal de trucs, mais pour aller un peu vite, ce qu'on voit, c'est qu'on a des populations très éclatées en termes de problématiques de santé. Quand je dis très éclatées, c'est qu'en fait, on a des étudiants qui ont tous des problématiques de santé, mais pas exactement les mêmes. Entre un étudiant, par exemple, primo-entrant, qui change de ville universitaire, qui n'a eu aucun contact social, ce qu'on oublie de dire, mais c'est que suivre ses enseignements depuis sa chambre de résidence universitaire sur un ordinateur pendant 6 mois et après avoir cours une semaine sur 2 avec des masques, ça a un impact social extrêmement lourd. Et très souvent, on cantonne les questions de santé, entre guillemets, une vision très parcellaire de la santé, alors que la santé, c'est autant le bien-être physique, mental et social.
Et si ces trois aspects-là ne sont pas là, bah, automatiquement, il y a une bascule sur l'un ou l'autre. Quand un étudiant il a du mal à manger, bah, ça a un impact sur sa santé, ça a un impact sur sa réussite universitaire. Quand un étudiant il se sent seul, isolé, qu'il n'a pas de recours, pas de lien social, bah, ça a un impact aussi sur sa capacité à pouvoir suivre ses cours et par ailleurs sur d'autres éléments et sur sa capacité à pouvoir socialiser et ainsi de suite. Et surtout, pour finir là-dessus, parce que là, je vois que j'ai dépassé mon temps, je pense qu'il faut aussi avoir conscience que là, on est confronté à une problématique particulière. C'est ce que je vous disais en tant que président de cette association, mais là, on a des étudiants en master qui ont validé leur année et qui aujourd'hui sont amenés à devoir recontinuer leurs études tout simplement pour pas, entre guillemets, être directement perçus comme des chômeurs, essayer de trouver des solutions et qui se trouvent en situation de détresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à imaginer parce qu'on se dit qu'un étudiant, quand il a fait 5 années d'études, qu'il a un diplôme, automatiquement, il va pouvoir s'insérer professionnellement. Bah, cette pression-là, sociale, elle est extrêmement lourde. Et là, par exemple, c'est beaucoup d'étudiants dans cette situation qui font la queue de distribution alimentaire et qui, par ailleurs, ont besoin d'un soutien psychologique et très souvent sont un peu oubliés de la part du gouvernement, notamment parce que ce qui est un peu triste, mais très souvent, quand on est en master, des fois, on a dépassé, entre guillemets, l'âge de la jeunesse, c'est-à-dire 25 ans. Aujourd'hui, la plupart des aides sont conditionnées à la question d'âge et on oublie très souvent que les étudiants, des fois, ils passent du temps dans leurs études et qu'entre guillemets, ils sautent ces questions d'âge tout simplement parce qu'ils ils ont décidé de compléter leurs études ou tout simplement, ils ont été confrontés à du renouvellement. Merci, monsieur Diarra. Chers collègues, notre table ronde a un peu dérivé d'un point de vue temporel. Alors, j'ai le cruel devoir d'être le responsable de vos frustrations, chers collègues. Et ce que je vous propose, c'est que nous reportions à l'issue de la seconde table ronde vos questions à nos intervenants pour qu'on puisse tout de suite maintenant passer sur la seconde table ronde. Je vais redonner la parole à nos intervenants dans le même ordre que précédemment et je vais vous demander d'être à peu près aussi synthétique, donc je n'ai pas beaucoup d'espoir, pour que surtout vous puissiez nous éclairer en fonction de votre connaissance forte du terrain sur ce qui nous intéresse au premier chef dans cette mission, c'est-à-dire ce qu'on pourrait mettre en place pour trouver des solutions systémiques aux mots que vous venez de décrire. Donc, monsieur Gerbeau, c'est à vous. On ne vous entend pas, votre micro n'est pas branché. Voilà, ça y est, vous avez Ouais, le son. bon. Donc, je disais que j'allais être beaucoup plus synthétique, rassurez-vous. Je dis on ne construit pas sa maison sur le sable. Il faut vraiment se poser la question du non-investissement dans les services santé universitaires, entre autres, parce que je les représente depuis 50 ans, alors que le nombre d'étudiants a augmenté. Je mettrai la même chose sur les services universitaires handicap. On n'en a pas parlé, mais il y a eu des problématiques particulières aux étudiants handicapés ou malades chroniques. On a vu que les services ont poussé leur adaptabilité au maximum. Après, ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils n'ont pas comme locaux, ce qu'ils n'ont pas comme emplois, ce qu'ils n'ont pas comme moyens. Voilà. L'autre point important, c'est que cette reconstruction des services santé universitaires doit être faite en lien avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de la santé des étudiants, c'est-à-dire les CROUS, c'est-à-dire les mutuelles étudiantes, bien entendu, mais aussi l'ensemble de ce qui fait la sociabilité. Et on a vu l'importance de la sociabilité, alors à la fois dans le plaisir que les étudiants et les enseignants avaient à se retrouver lorsqu'on a pu reprendre des cours en présentiel, mais aussi tous les facteurs de liens sociaux et de sociabilité des universités. Et là-dedans, je mets aussi le sport et la culture. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une vraie politique de santé au niveau des étudiants, c'est-à-dire quelque chose qui est construit dans la pluriannualité, qui est projectif, qui soit aussi réactif pour tenir compte de l'évolution des pratiques, de l'évolution des moyens. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christophe Tsuriot en disant on a réellement besoin de mieux connaître quelles sont les pratiques pour savoir comment on va intervenir, de développer massivement, et je rejoins ce qu'a dit Christophe également, tous les processus d'étudiants en relais santé qui doivent être coordonnés, qui doivent être pensés par rapport aux objectifs de prévention étudiante. Voilà. Merci, c'était très clair et en effet extrêmement synthétique. Professeur Tsuriot, c'est à vous. Oui, merci. Et là aussi, je vais mettre je mets mon timer.
Alors, l'impact de la crise, il a été massif, et je pense que tout le monde a vu, et la presse en est fait état de l'impact, notamment sur la santé mentale. Alors, on peut dire, oui, la santé mentale de tout le monde a été impactée, mais c'est plus fort sur des populations fragiles, et très clairement, les jeunes adultes, les étudiants font partie de ces populations fragiles, parce qu'à cet âge-là, c'est absolument essentiel d'être en contact avec ses pairs, d'échanger, de se structurer. C'est la construction du cerveau social. Hein. Vraiment, le cerveau n'est pas mûr. Je suis neurologue au passage, mais le cerveau n'est pas complètement mûr à 20 ans. Il continue à mûrir, il continue à se développer, et précisément, ces fonctions très supérieures de lien social se mettent en place. Et donc, il y a une très grande cruauté, finalement, à leur interdire de rencontrer les autres. Alors, je dis pas que c'est la faute du gouvernement, mais c'est certainement en relation avec l'épidémie. Mais vous voyez, il y a un problème très aigu là. Et je pense qu'il n'a pas été complètement appréhendé. De même, et ça a été dit par les intervenants précédents, un des problèmes importants des étudiants, c'est le problème des ressources financières. La plupart, 40% dans l'étude iShare, font des petits boulots durant l'été pour l'année à venir, ou durant l'année pour agrémenter un peu leur quotidien. Là, aucun petit boulot n'était possible. Donc, ils ont vu brutalement une disparition des moyens, et ça a rajouté beaucoup de détresse chez beaucoup d'étudiants parce que voilà, ils avaient du mal à payer du coup leur chambre au Crous, etc. Donc, moi, je redis que je ne comprends pas très bien pourquoi il n'y a pas des fonds qui ont été débloqués en urgence, au moins pour le temps de l'épidémie, permettant de donner aux étudiants plusieurs centaines d'euros par mois afin de leur permettre de vivre dans des conditions meilleures. Et du coup, toute la pression psychologique de réussite aux examens, de dizaines d'heures sur Zoom par jour, etc., eh bien, qu'au moins la partie matérielle soit allégée. Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait ou qui devrait être fait. Il n'est peut-être pas trop tard. On ne sait pas encore très bien de combien de temps va durer cette épidémie. Les SSU se sont réorganisés à toute allure. Laurent Gerbaud, en a parlé, et vraiment tout le monde s'y est mis, ça a été remarquable. Il y a eu beaucoup de mise en place de téléconsultations, tout en gardant des consultations en présentiel, mais de la téléconsultation notamment autour de la santé mentale, de l'organisation de dépistage, complexe à faire, voilà, l'apprentissage de métiers nouveaux, mais il y a beaucoup de SSU qui font également du dépistage. Certains font également de la vaccination. Donc voilà, de ce côté-là, il y a eu vraiment une mise en route. Ça crée beaucoup de tensions, hein, c'est extrêmement compliqué. Voilà, c'est des équipes qui déjà, comme l'a dit Laurent, travaillaient beaucoup, et là on rajoute tout d'un coup beaucoup d'injonctions venant du ministère, venant des universités, et c'est assez complexe à gérer. Et quelque part, ça pointe de nouveau la grande faiblesse de ce système. Hein. Alors ça pointe aussi sur autre chose, et je voudrais un peu y insister, c'est complexe, mais les SSU sont complètement découplés du système de santé. Ça a déjà été dit. Mais disons que, et ça s'est révélé avec la crise, on a vu un certain nombre d'agences régionales de santé donner des injonctions très fortes au SSU, ne connaissant pas bien les SSU, ne sachant pas d'ailleurs qu'au fond, ils n'ont pas d'autorité par rapport aux SSU, qui sont des structures universitaires, mais on a vu que ça coinçait dans beaucoup d'universités. C'était pas bon, voilà. Il y avait des attentes irréalistes et des demandes irréalistes. Donc voilà, ça pointait le fait que les SSU ne sont pas réellement intégrés dans l'offre de soins, ne sont pas considérés comme ça. Et moi, je pense que si on voulait réfléchir à ce qui doit se passer après, c'est vraiment ça. C'est qu'il y ait une meilleure articulation, peut-être une gouvernance commune, peut-être que le ministère de la Santé doit aussi abonder aux moyens des SSU. Bref, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un rapprochement qui se fasse de façon un peu plus forte. Bon, et puisque ça a illustré, mais je ne ferai que le redire, c'est l'état de santé mentale déjà pas très bon des étudiants, et là-dessus, quand on rajoute la peur de l'épidémie et le confinement, eh bien, on arrive à des situations qui sont, dans certains cas, catastrophiques. Hein. Voilà. Et moi, je suis assez inquiet d'une façon générale par rapport à ça, sur le fait qu'à un moment donné, le fait que la société, globalement, nous n'ayons pas tellement prêté attention aux étudiants, ou aux jeunes de façon générale, ils en soient amenés finalement à se révolter, tout simplement. Une révolte sanitaire, hein, de faire des fêtes, on a vu le carnaval à Marseille, et je ne suis pas sûr que ce soit juste des jeunes voyous qui vont faire la fête. C'est quand on les interviewe, c'est aussi pour eux presque une geste politique
de dire, écoutez, on n'en peut plus de vos conditions. Nous, le Covid, finalement, on n'en souffre pas tant que ça, et donc on n'en peut plus, puisque finalement, vous nous mettez de côté, vous nous méprisez, il n'y a pas de raison que nous, on cède à toutes les injonctions. Merci beaucoup, professeur, c'était très clair. Vous parlez de carnaval, moi, spécialiste de l'Antiquité, je parlerai plutôt de Saturnale, quand les esclaves, pour une journée, deviennent maîtres et accèdent à notre fonctionnement. Monsieur Beaugrand, c'est à vous. Merci. Effet de la crise sur l'état de santé, juste de 3 points. Vraiment santé mentale, je crois que c'est pas un petit mot, je crois que on est vraiment face à une crise, j'y reviendrai en conclusion, mais je crois que on passe une étape là. Voilà, donc c'est un enjeu. Y compris par exemple, on a chez nous qui arrive massivement, beaucoup plus massivement qu'avant, x1,5, x2 sur nos files actives, nos files d'attente, par exemple des jeunes victimes de troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie hyperphagique, etc., qui investissent par exemple typiquement beaucoup dans les études et qui, y compris dans cette situation-là, ça accentue les difficultés. Mais globalement, santé mentale, toutes les pathologies de santé mentale, on a un vrai sujet. Il n'y a pas que ça, hein, il y a quand même des sujets aussi somatiques, il ne faut pas les oublier. Alors on a parlé d'obésité, c'est des troubles des conduites alimentaires, mais effectivement, sûrement un peu moins psychiatrisé. Tout ce qui est hygiène bucco-dentaire, non-recours aux soins, je pense que ça s'accentue, les délais de soins s'accentuent. Beaucoup de déséquilibres de pathologies chroniques aussi, simples, eczéma, diabète, mais qui effectivement décompensent un peu. Évidemment, problème de sommeil, ça a été dit, problème d'addiction, au début, dans le premier confinement, peut-être moins de petits consommateurs et en revanche, beaucoup plus de gros consommateurs qui tombent dans des phases d'addiction beaucoup plus fortes. Des prises de risque sur le plan sexuel, sûrement plus qu'avant. Voilà. Bon, là, j'ai pas de données épidémiologiques, c'est plutôt nos cliniciens qui nous disent ça. Et autre exemple, par exemple, les sevrages tabac sont plus difficiles aujourd'hui. Et ça touche particulièrement les populations, y compris étudiantes, et donc pas de sevrage tabac égale tabac. Voilà, bon, c'était quelques petites observations initiales sur les effets sur les étudiants. Globalement, les solutions, la première, c'est en finir avec la crise sanitaire Covid-19 quand même, c'est-à-dire que je pense que tant qu'on n'en sort pas, tant qu'on rouvre pas les facs, et je pense que l'enjeu de l'ouverture des facs est un enjeu majeur, massif, prioritaire. Donc, on ne rentre pas là-dedans, effectivement, on sera en complexité. Donc, rouvrons les facs. Lutter contre la précarisation. Là encore, la première de prévention, c'est, je pense, on a dit, des gradients sociaux, etc. La précarisation étudiante, c'est aussi un élément majeur de lutte contre, effectivement, les inégalités de santé. Donc, lutter contre la précarité. Et puis ensuite, rentrons dans l'investissement dans les dispositifs. Il y en a plein qui ont été évoqués. Je pense qu'il faut faire attention au repérage précoce, investir beaucoup sur le repérage précoce. C'est là où on peut, repérage précoce et prise en charge, c'est là où on peut dévier les sillons au mieux. Étayage de la pérédance, là, avec des moyens autour de la pérédance pour pouvoir le faire. Mais aussi des professionnels des universités. C'est au-delà des services des services de santé universitaires, au-delà des étudiants pérédants, je pense que l'ensemble de la communauté, ça a été dit, hein, les CROUS, les profs, etc. Enfin, autour de l'étudiant, je pense que c'est important qu'ils aient par exemple, typiquement les premiers secours de santé mentale, ces formations-là sont, à mon avis, des sujets des formations qu'il va falloir développer un peu partout. Et puis le soin quand même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la prise en charge. Le risque qu'on a en ce moment sur beaucoup de sujets, c'est de faire l'identification et du repérage précoce et après, rien. Or, comme on va être en situation de crise, après rien, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, s'il n'y a pas de réseau derrière pour prendre en charge tout n'est pas pathologique, hein. Donc l'identification et le repérage précoce permettent justement de traiter les problèmes quand c'est uniquement des problèmes liés, je sais pas, un problème de précarité ou autre, mais il y a aussi du soin. De temps en temps, pour une partie d'entre eux, du soin à prendre en charge. Et s'il n'y a pas l'aval pour prendre en charge le soin, y compris avec des organisations adaptées et je dirais quasiment industrialisées vu le besoin qu'il y a, c'est pas un psychologue par-ci par-là qui va pouvoir prendre en charge un étudiant par-ci par-là, c'est vraiment une organisation qui, à notre avis, doit
devoir être monté, je pense qu'on va être en difficulté. Et puis, dernière chose, au-delà d'investir sur les dispositifs, investir sur l'articulation entre les dispositifs. Je le redis, c'est important. D'abord, que ce soit lisible. Quand on est étudiant, il faut… Je rejoins aussi l'absence des mutuelles dans les facs. C'est aussi un sujet qui permettait d'accompagner, de rendre lisible. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour rendre lisible toute cette offre, tout cet accès aux soins. Il y a beaucoup de structures. C'est très riche, très intéressant. Mais il faut sûrement les structurer, les rendre lisibles, tout ça. La coopération, le parcours, ça a été dit, mais le lien entre, je dirais, la fac et la ville, la fac et le système de soins, c'est un enjeu important. Et ça a été dit aussi, il y a une grosse segmentation entre les acteurs institutionnels, avec d'un côté, j'ai l'université, j'ai les services de santé universitaires, c'est du domaine universitaire, c'est une messerie. Et de l'autre côté, j'ai le ministère de la Santé, j'ai les ARS, et qui connaissent pas ou peu ou la problématique, ou qui la connaissent qu'en cas d'urgence, et qui effectivement interviennent de manière non coordonnée. Et donc là, on a ces deux sujets-là, ces deux grandes dichotomies, cette summa divisio de la santé des étudiants qui pose problème. Enfin, je pense qu'il y a un enjeu de santé publique de travailler, de faire une mission transversale ou autre sur ces sujets-là. Donc voilà, pour finir, je voulais juste dire quand même 2 mots sur la crise de santé mentale, parce que nos professionnels chez nous sont de plus en plus inquiets face à la régulation qu'ils doivent commencer à avoir de plus en plus importante. Quand on parle de tri des patients, je crois qu'on y arrive en santé mentale. Alors, il y a toujours une régulation, hein. C'est comme en réanimation, il y a toujours une régulation qui est acceptable, qui est gérable. Là, je pense qu'on a un niveau de saturation qui fait qu'on va vraiment avoir des gens qui décompensent sévèrement et pour lesquels il n'y aura pas de prise en charge derrière. Donc, je crois que cette question est importante. Elle va être importante dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. Les effets de ces crises-là, dans tout ce que j'ai pu lire, l'impact santé mentale de ces crises-là est long. Les déterminants de santé mentale qui sont aujourd'hui la précarisation, le stress, etc., ça agit à court terme, mais ça agit sur les plus fragiles, mais ça agit à moyen et long terme sur ceux qui sont un peu moins fragiles. J'avais lu une étude sur les conséquences du SRAS en 2003 au Canada. Ça n'avait pas duré 6 mois, ça va durer 3-4 ans en termes de santé mentale. Voilà, donc c'est un problème qu'on a devant nous. Et voilà, il va falloir y aller. Il va falloir y aller comment? Là encore, il va falloir sortir des chapelles ou des modes d'organisation actuels si on a vraiment cette crise. Après, on peut se gourer, hein, on peut complètement se tromper. Et finalement, dans 6 mois, tout va bien et tant mieux. Mais je crois qu'il est notre devoir ici d'alerter qu'il va y avoir cette crise. Si on veut sortir de cette crise, il va falloir sortir des chapelles. Sortir des chapelles, ça veut peut-être dire changer ou repenser des prises en charge en termes de santé mentale radicalement différentes de celles qu'on a aujourd'hui, avec d'un côté des services de santé universitaire, de l'autre côté des cabinets psychologues, avec en ce moment un chèque santé qui leur permet d'accéder via la prise en charge d'un médecin, etc. Je crois qu'il va falloir radicalement changer cette pensée pour offrir une offre graduée et organisée face à l'afflux qui risque de venir. Voilà. Donc je pense qu'il y a un effet d'échelle. Peut-être cet effet d'échelle va nous permettre de réfléchir un peu plus transversalement, mais je crois que c'est le débat, à mon avis, à porter aujourd'hui. Merci, Monsieur Beaugrand. Monsieur Magnan, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc là aussi quelques points, et là encore au risque de passer pour un unanimiste, mais c'est vrai que je trouve d'ailleurs assez rassurant que globalement tous les intervenants soient finalement chacun de notre prisme plutôt en accord. Bon, ça a été dit, mais il faut le redire. Il y a évidemment dans les leçons à tirer, dans les changements à opérer, il y a évidemment une question forte de moyens, notamment de moyens humains pour accueillir, soigner, éduquer à la santé, j'insiste là-dessus, les étudiants. Je ne vais pas revenir sur ce que a dit Laurent Gerbaud, qui maîtrise le sujet évidemment mieux que moi, mais en tout cas, il faut intervenir là-dessus parce que même si j'ai dit que les jeunes étaient plutôt en bonne santé, je m'associe complètement à ce qu'a dit Abdoulaye tout à l'heure, mais au prétexte qu'ils sont jeunes et qu'ils seraient par conséquent en bonne santé, les étudiants et les jeunes en général sont souvent la 5e roue du carrosse des politiques de santé publique. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de stigmatisation. Alors, on l'entend moins ces derniers temps, même si avec ce qui s'est passé à Marseille, on y a eu droit à nouveau. Moi, je ne supporte pas d'entendre que les jeunes, comme si c'était d'ailleurs une essence d'être jeune, que les jeunes sont des irresponsables qui tuent les vieux en mettant pas de masque et en se rassemblant.
Je veux dire, on est quand même dans une société, alors on l'a un peu moins entendu ces dernières semaines, mais on l'a entendu pendant toute une période. Je trouve ça absolument insupportable d'expliquer à la jeunesse que c'est une bande d'irresponsables et que finalement, c'est eux qui tuent les vieux. Donc, il faut absolument sortir aussi de ce discours. Je dirais, la jeunesse n'est pas un problème, la jeunesse est une chance. Et donc, il faut, à mon avis, là aussi, il y a aussi une responsabilité des discours publics qu'on a pu effectivement entendre. Je reprends aussi parce que c'est important, c'est effectivement quoi qu'on fasse, il faut le faire en rassemblant et en articulant l'ensemble des acteurs, peut-être aussi en simplifiant certaines choses. Ça a été évoqué dans l'intervention précédente, il y a une myriade d'intervenants, mais effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à de nouvelles articulations sur le sujet. Il y a eu des détails, on pourra éventuellement le refaire dans le cadre des questions que vous pourriez nous poser. Ensuite, je crois, et c'est en lien d'ailleurs, qu'il est indispensable, je dirais, de redonner aux étudiants, et peut-être d'ailleurs pas qu'à eux, des interlocuteurs dédiés qui les connaissent et avec une mission d'accueil, d'information, d'orientation, de prévention et d'éducation à la santé. C'était notamment le rôle des mutuelles étudiantes. De fait, on a détruit ce rôle. Alors, on l'a détruit, ça ne veut pas dire que les mutuelles étudiantes ne font plus rien sur le sujet, bien évidemment. Beaucoup d'actions sont sur le terrain et c'est vrai de lancer des deux ex-réseaux qui géraient le régime étudiant, celui du réseau MDE ou du réseau Emévia. Bien évidemment, des choses continuent de se faire sur le terrain, mais on a perdu... je le répète, c'est très important, cette accessibilité au lieu d'enseignement supérieur, cette espèce de label, et parce que dans la délégation du régime étudiant, il y avait aussi une délégation de mission de prévention, il y avait aussi une délégation de mission d'éducation à la santé, et quelque part, ça a aussi disparu dans la foulée, et donc, je le répète encore, on ne va pas vous suggérer de recréer le régime étudiant. En revanche, réanimer, pardonnez-moi pour ce mot particulièrement actuel, réanimer un réseau de proximité par et pour des étudiants, et j'insiste aussi sur cette notion de formation et de prévention par les pairs, ça a été évoqué, mais c'est un sujet majeur vis-à-vis notamment des jeunes, au bénéfice de la société. À mon avis, réanimer un tel réseau ne serait pas superflu, ce qui ne remet absolument pas en cause, j'allais dire, le fait que le régime obligatoire gère le remboursement de la part obligatoire des soins, tant il est vrai sur les sujets, j'allais dire, ni tous les établissements d'enseignement supérieur, chacun dans leur coin, et donc pas que les universités, ni les CEPAM, ni des initiatives publiques diverses qui peuvent exister, qui ont leur mérite, n'ont pu et ne pourront, je dirais, remplacer, j'allais dire, les acteurs que nous étions et que nous demeurons au seul service, j'allais dire, des étudiants. Et là-dessus, le mutualisme étudiant avait quand même fait la démonstration d'un certain nombre de capacités. Et puis enfin, je vais me permettre une petite ouverture. On dépasse évidemment largement notre périmètre, mais on a plusieurs fois évoqué cette notion de politique publique de santé, d'une politique publique à l'égard de la santé des étudiants. Je trouve que plus on avance dans le temps et plus on constate que les problématiques de santé des étudiants sont aussi les problématiques de santé de l'ensemble de la jeunesse, étant entendu que la jeunesse ne se sépare pas d'un côté entre ceux qui seraient étudiants et puis de l'autre côté ceux qui seraient salariés dans une entreprise. Il y a évidemment la jeunesse, ça ne se coupe pas uniquement dans ces deux catégories. Donc, on pourrait parler aussi des jeunes qui sont effectivement au chômage, ou en tout cas qui sont souvent, moi pour m'occuper aussi de l'association d'aide aux chômeurs, souvent un jeune qui est au chômage et en fait il n'est pas au chômage, il cherche son premier job. Alors je le dis, c'est pas juste avec un sourire parce que c'est un état d'esprit qui du coup n'est pas le même. Juridiquement c'est le cas, sauf qu'ils sont hors de tout accompagnement et hors de tout système. On pourrait parler aussi de tous les jeunes et quoi qu'on pense de ces dispositifs qui sont auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, indépendants, freelance, vous mettez le mot que vous voulez derrière, et qui eux aussi sont complètement hors des démarches d'accompagnement qui peuvent encore exister dans le monde du salariat, même si ce n'est pas le sujet ici de parler de médecine du travail, mais Dieu sait qu'elle souffre largement autant que la médecine universitaire d'ailleurs, y compris en termes de moyens. Et donc, pour aller un peu large sur le système, sur les jeunes, mais c'est vraiment une ouverture, je répète, qui dépasse notre périmètre, mais je pense que c'est aussi un sujet, il n'est pas tout neuf, mais c'est peut-être aussi l'occasion de le mettre sur la table, c'est de réfléchir finalement, je vais employer un gros mot, mais à un régime de sécurité sociale dédié aux jeunes. Alors, quand je parle de régime, j'insiste, j'entends pas ici la jeunesse comme un risque. C'est pas la vieillesse, c'est pas les accidents du travail, mais la jeunesse est quand même bien une période de la vie qui possède ses propres problématiques sanitaires, qui nécessite ses propres modalités d'intervention sanitaire et qui est celle où on doit à tout prix investir pour l'avenir, et notamment l'avenir de la santé, donc l'avenir de notre santé aussi, et c'est là où l'investissement doit être le plus fort et le plus intense. Et à un moment d'avoir une réflexion sur comment on traite en matière de politique publique de santé, et y compris au niveau de notre sécurité sociale, quand même un des gros acteurs de la santé, même si ce n'est pas un acteur du soin, bien évidemment, je trouve que c'est un vrai sujet. Et pendant des années, on a parlé de régime étudiant, et je ne referai pas l'histoire du régime étudiant, en plus il y a autour de la table, je pense, des gens qui le feraient mieux que moi. En revanche, aujourd'hui, si on a pu débattre, et on en a beaucoup débattu ces dernières années, de la légitimité sanitaire d'un régime étudiant,
Au demeurant, il y a une véritable légitimité sanitaire à un régime jeune, et derrière un régime jeune, une politique de santé publique à l'égard de la jeunesse, dont notamment, évidemment, les étudiants qui nous rassemblent ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Magnan. M. Diarra pour 5 minutes. Alors, pour 5 minutes et pour essayer un peu de conclure, je pense qu'il y a un élément qu'il faut qu'on ait tous en tête, et on l'a tous abordé un peu, mais pour simplifier un peu et pour prolonger un peu les propos, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on a beaucoup vu un peu le Covid-19 un peu comme un tsunami qui a tout ravagé. Et finalement, il va y avoir le temps de la reconstruction et les effets, entre guillemets, vont s'atténuer petit à petit, tout à fait normalement. Mais si c'était juste cet aspect-là, déjà, en termes de santé mentale, ça prendrait des années. Avoir enfermé des jeunes pendant 1 an et demi, ça peut mettre des années à se réparer. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, c'est pas la seule cause psychologique de stress et de souffrance des étudiants dans la période. Et les différentes causes risquent fortement de se prolonger sur la durée. On a fait peser sur les jeunes, en fait, notamment la santé de leurs parents, ce qui est normal. Il n'y a personne autour de nous qui dit que les jeunes auraient dû faire la fête pendant que des personnes sont en train de mourir. Mais c'est un impact psychologique très lourd. On a l'impact psychologique des examens, avec des conséquences de plus en plus lourdes, avec des étudiants qui n'ont même pas de garantie que s'ils redoublent, ils peuvent continuer à poursuivre leurs années d'études. Donc cet impact-là, il va continuer à se prolonger dans le temps. On a la même chose sur la question de l'insertion professionnelle. On sait très bien que notre insertion professionnelle, elle va être compliquée pour des années à se remettre. Et en plus, j'ouvre au-delà de ce débat-là, on a aussi la problématique écologique où on dit tous les jours que globalement, la planète risque de mourir. Donc on a globalement des jeunes à qui on dit « vous êtes l'avenir de la société, mais on ne fait rien pour vous. Et par contre, on vous dit « votre société de demain, elle s'annonce quand même vraiment, vraiment mal ». Donc, tout cet aspect-là, il fait que sur les questions de santé, si on ne réfléchit pas globalement au parcours de soins des jeunes, au-delà de chacune de nos structures, on ne pourra pas s'en sortir parce que la problématique, elle est trop large. Et pour être très honnête, je pense que personne, même autour de cette table, ne pouvait imaginer cette ampleur. Ça fait très longtemps que chacun d'entre nous, à notre échelle, on dénonce les problématiques et le fait que les jeunes ne peuvent pas être entendus. Mais là, c'est la première fois où, objectivement, on est amené des fois à trier le fait de pouvoir aider des étudiants tellement on est submergé. Par exemple, nous, on a fait le choix de mettre à disposition des psychologues gratuitement des jeunes. Je vous le dis, en moins d'1 semaine, nos psychologues, ils ont été saturés. En moins d'1 semaine sur la région parisienne. C'est-à-dire que sur 10 psys qui donnaient gratuitement des séances, en 1 semaine, tous les rendez-vous ont été calés pour plus d'1 mois. Et ça, c'est un petit dispositif parmi tant d'autres. Donc là où effectivement il y a de plus en plus de dispositifs, de plus en plus d'actions qui sont mises en place, il faut avoir conscience qu'on a face à nous quelque chose qui est tellement large que seul on n'est pas en capacité de pouvoir y répondre. Et surtout, on ne pourra pas y répondre si on n'a pas une réflexion coordonnée et constructive qui se base notamment sur les organisations qui agissent sur les questions de santé depuis très longtemps. Et là-dessus, et je pense qu'il faut aussi qu'on revoie les dispositifs qu'on met en place, notamment par exemple la question du chèque santé mentale, où aujourd'hui on a un dispositif qui ne fonctionne pas, on peut se le dire, on a seulement 700 psys, 754 psys sur l'ensemble du territoire, ce qui représente 1% de l'offre de psychologues en France. On a 1% des psychologues en France qui font partie de ce dispositif, sachant qu'il n'y a pas de contrainte horaire. Donc ces psychologues, parmi ces 754 en termes d'affichage, ils peuvent donner 10 heures de leur semaine, comme 1 heure, comme 3 heures. Donc autant dire qu'un psychologue, 1% des psychologues qui est censé être mis à disposition des étudiants, sur, entre guillemets, un peu leur bénévolat parce qu'on ne les paye pas grassement pour cette action, automatiquement, ça ne répond à aucune problématique. Surtout que pour un étudiant, c'est aussi des contraintes très lourdes. On demande à un étudiant d'aller voir son SSU ou son médecin traitant. Pour la plupart des étudiants qui n'ont pas forcément un médecin traitant, notamment dans leur ville, d'aller voir leur service universitaire pour demander à bénéficier de 3 séances pour après choisir dans la longue liste du gouvernement où, objectivement, quand on est jeune, on n'a pas forcément toutes les informations sur en fait, c'est quoi le meilleur spécialiste qu'on a. Donc, on a créé un nouveau dispositif qui n'est absolument pas en adéquation avec les autres dispositifs et les autres actions existantes et qui, pour le coup, est extrêmement mineur dans sa capacité à pouvoir répondre aux problématiques étudiantes. C'est pour ça que je le dis de façon un peu véhémente, mais je pense qu'on a besoin plus de se poser et de réfléchir de façon coordonnée à ce qu'on ait une action
globales et qui permettent à chacune des structures de pouvoir agir notamment sur ses forces et qu'on arrête un peu des fois ces effets d'annonce parce qu'effectivement, on en discutait avec d'autres étudiants, mais c'est un peu comme si sur un ticket restaurant, on vous disait que vous y avez le droit, mais seulement dans 1% de la restauration en France et seulement dans la liste qui est proposée par le gouvernement après avoir pris un rendez-vous avec un professionnel pour vous dire que oui, vous avez le droit de pouvoir manger le midi. Bah, c'est un peu la même chose, ça paraît délirant, mais sur la question de la santé mentale, c'est quelque chose qui est mis en place. Donc c'est pour ça qu'on a une vraie problématique et qu'il est nécessaire qu'on puisse essayer d'agir. Merci, monsieur.